Surtout en rivière, à l'anglaise et à la bolognaise, de gens que vous connaissez tous, M. Milo Colombo et M. James Robbins. On va les applaudir. Alors on va commencer par Milo qui va nous parler un peu de la bolognaise, puis ensuite James qui va parler des tactiques à l'anglaise pour pêcher en rivière. Voilà, je vous laisse la parole à Milo. Bonsoir. La pêche à la bolognaise, c'est la pêche plus pratiquée dans mon pays, en Italie, et c'est la pêche que moi j'adore le plus. C'est une canne de 6 mètres, c'est la longueur idéale pour faire ce genre de pêche dans les rivières, mais aussi une canne de 7 mètres peut être utilisée s'il y a plus de profondité. Le moulinet est d'habitude équipé avec un nylon de entre 12 et 14 centièmes, c'est fait une pêche au poisson blanc de moyenne taille, et maintenant qu'il y a des énormes barbeaux dans les eaux italiennes, on met aussi un nylon qui peut atteindre aussi 18 centièmes. Il faut savoir surtout bien amorcer, comme dans toutes les pêches, et faire suivre les flotteurs au même niveau de le courant et où on a fait l'amorçage. En principe, les bas de ligne, c'est entre 10 centièmes, 9 centièmes, pour les pêches de poissons moyennes, mais pour les gros barbeaux actuels, ça peut atteindre aussi les 16 centièmes. Hameçon moyenne, taille de 16, 14, et pour les poissons un peu plus considérables, et petite taille, jusqu'à taille du numéro 20, pour les gardons et les brèmes. La lèche plus utilisée pour la pêche à la bolognaise, ça reste l'asticot. L'asticot, c'est pour nous la lèche royale pour pêcher dans les rivières italiennes et aussi dans les autres rivières. Et on a utilisé ça en jetant les asticots collés avec du gravier et de la colle arabica ou de la colle d'estrine faite avec le malt. Et on jette des boules juste en face de chez nous, où on décide de voir la distance. D'habitude, on cherche toujours la place avec plus de profondeur et on cherche de jeter toujours l'amorce au même endroit et faire passer la coulée à cette distance. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Ça veut dire que des fois on pêche des chevennes, que c'est des poissons très méfiants. On peut les pêcher sans coller les asticots et on jette des fondées d'asticots purs dans le courant et on pêche avec des lignes très souples faites avec des petits plombs, des cendrées qui sont mises à une distance équivalente entre 10 et 15 cm l'une de l'autre. On démarre avec un plomb numéro 10, 2-3 plombs 10, 2-3 plombs 9, et on monte juste en dessous du flotteur avec des tailles supérieures, ça dépend de la taille. Si l'eau est courante, on utilise encore beaucoup l'olivette, et je trouve que c'est toujours une très bonne moyenne de faire la plombée dans des eaux courantes. Et ça, si vous avez des questions à me poser spécialement, ça c'est l'introduction pour la pêche à la bolognaise dans les rivières. Mais naturellement, on peut pêcher aussi à la bolognaise dans des eaux qui sont calmes, dans les canaux aussi, pour pêcher à une certaine distance et pouvoir toujours atteindre la ligne de pêche idéale pour faire notre journée de pêche. Si vous avez des questions, posez-moi que je vous répondrai. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Milo? C'est le moment, hein? Il est là, il est en direct. Quelqu'un a des questions sur la bolognaise? Longueur de canne, non? Oui. Attends, j'y arrive. Alors. Une simple question, vous parlez de gravier, vous parlez d'asticots collés, vous ne parlez pas d'amorce. Donc ça veut dire que vous n'utilisez pas du tout d'amorce ou c'est... Disons, non, vous avez raison, on utilise aussi l'amorce, mais l'efficacité, c'est surtout avec les asticots, la quantité d'asticots. On utilise des fois entre 1 litre et 2 litres d'asticots purs. Enfin, les poissons, ils sont plus attirés, les poissons italiens sont plus attirés par les asticots purs
Mais si l'eau coule vite et les asticots qu'on a à disposition ne sont pas en quantité suffisante, on utilise volontiers aussi l'amorce. Et des fois, on utilise aussi on appelle des chaussettes, c'est des sacs métalliques avec lesquels on ajoute un caillou pour pouvoir lancer l'amorce et la tenir exactement sur le fond. Et ça va ouvrir tout doucement et on pêche en ligne de l'amorçage. Mais comme je vous ai dit, là, si on a des asticots purs avec les graviers, c'est vraiment l'idéal pour attirer les poissons sur le coude. Vous voulez répondre tout de suite? Vous n'avez pas parlé des montages, c'est-à-dire le bouchon fixe, j'imagine. Le Oui. bouchon fixe, la plombée par rapport au bouchon. Est-ce que les bouchons sont spécifiques ou est-ce que vous utilisez... et quel grammage de bouchon? Disons que c'est pas... Les bouchons, c'est à peu près les mêmes tailles, les mêmes formes que les bouchons qu'on utilise pour pêcher à la canne dans les courants. Des flotteurs avec une forme assez trapue, c'est l'idéal. Et je veux dire, olivette sur un flotteur de 4 grammes, on met une olivette de 3 grammes et à peu près 1 gramme des autres plombs. Et on utilise beaucoup un émerillon pour limiter les vrillages du fil quand on récupère la ligne. Et pour retourner aux amorces, on utilise surtout des amorces à base de fromage du parmesan. Le parmesan, c'est vraiment idéal pour pêcher les barbeaux, les chevennes, que c'est les deux poissons plus présents dans les eaux des rivières italiennes. Vous avez une question là? Allez. Oui, juste anglaise et bolognaise, il y a des fois j'hésite. Quand est-ce qu'il faut passer à l'anglaise? L'anglaise, c'est plus adapté sur les eaux calmes et la bolognaise est plus adaptée sur les eaux courantes. On a un contrôle meilleur avec la bolognaise qu'avec un flotteur anglais sur des eaux qui sont courantes. On arrive mieux à retenir la ligne sans que les flotteurs ils montent à la surface. Alors, eau courante, bolognaise, eau lente, ça peut être très bien aussi l'anglaise. Ah, voilà, ça commence. On fait, toi, tu étais en première. Tiens, toi qui as gagné. Merci David. Milo, bonjour. Bonjour. Tu as évoqué effectivement les fameuses cannes bolognaises. Tu n'as pas évoqué les moulinets. À une époque, c'est un effet de mode, on pêchait souvent à la bolognaise avec des moulinets capotés. Ouais. Et aujourd'hui, on en voit de moins en moins à la commercialisation. Moi, je suis né en pêchant avec les moulinets capotés et je pêche toujours personnellement. Mais malheureusement, le marché il donne plus cette possibilité. Ça n'existe plus. C'était le fameux moulinet Contact 400, que c'est vraiment l'idéal, mis au point dans les années 50, ici en France. Et c'est vraiment génial si on peut trouver des moulinets comme ça. Ça facilite beaucoup la façon de pêcher parce que avec un simple mouvement de la manivelle, on arrive à faire sortir et bloquer le frein. Mais comme je répète, moi personnellement, je les utilise, mais c'est plus possible de les retrouver sur le marché. Ok. Voilà. Ensuite, on passe ici. Ah. Oh. Non, mais il a répondu à ma question. C'était ma question. Bonjour, je me posais la question. Bonjour Milo. Je me posais la question en fait, dans quelle mesure vous choisissiez bolognaise aussi par rapport au fond, parce qu'il y a peut-être la configuration italienne où est-ce qu'en gros vous avez des cannes de 6 mètres, c'est à la fois pour le contrôle, mais est-ce que vous pêchez dans 2 mètres de fond, 4 mètres de fond ou 5 mètres 50 de fond? Oui, disons que la canne un peu plus longue, 7 mètres, ça serait l'idéal. Hein? Mais la canne de 6 mètres est plus maniable. On peut pêcher juste maximum de 6 mètres de profondeur. Mais plus on pêche loin, et mieux la longueur est adaptée à la distance. Alors, 90% des fois, moi je pêche avec la canne de 7 mètres, mais la canne plus vendue sur le marché, c'est la 6 mètres. Parce que c'est plus facile de pêcher avec une canne de 6 mètres qu'avec une canne de 7. Vous avez une question? Non? Des autres questions?
Sur la bolognaise, hein. Oui, bonjour Milo. Bonjour. Je pêche également à la bolognaise, mais également asticot, caster et de la graine de chènevis aussi. Donc, Mais moi, j'y trouve mon compte. c'est des èches J'y trouve parfaites mon compte. pour pêcher à la bolognaise, c'est Ouais, sûr, ouais. bien sûr. Mais nous, on a plus du mal de trouver des casters dans les magasins. C'est pas facile de récupérer les casters. C'est une très bonne èche, Il faut les naturellement. faire soi-même, oui. Ah, vous les faites vous-même, naturellement. C'est facile, diciamo, c'est facile pour vous de les faire, mais ça prend du temps, ça prend du bon produit, du temps pour les fabriquer, pour les réaliser. Mais c'est sûr que pour les chevennes, c'est l'èche royale, le caster. Et c'est plus pratique de pêcher avec les asticots que de pêcher avec les casters. Les chènevis n'est pas trop utilisé chez nous. C'est plutôt une èche pour la carpe. Mais dans l'eau courant, on n'utilise jamais les chènevis. C'est asticot. D'accord. Oui, parce qu'à la bolognaise, on fait également du chevenne, bien sûr, et du barbeau. Du barbeau, oui. Ouais, Le dans barbeau, la ça Somme, on en ça fait. devient les poissons qui montent dans les rivières italiennes. Il y a aussi maintenant, il y a aussi beaucoup de chats américaines. Les poissons chats américaines qui se développent aussi dans les rivières. Mais c'est très très récent, ça fait 2-3 ans qu'on a ces poissons. Sinon, avant, il y avait plein d'otus. C'est un poisson que vous avez je pense, dans l'Oise, dans des rivières avec des cailloux sous le fond, des eaux propres. Mais maintenant, ils sont pratiquement disparus. C'est le barbeau qui domine et les brèmes qui arrivent aussi. Merci. Bonjour Milo, Daniel. Bonjour. Est-ce que les montages italiens et les montages français ont une différence? Mais franchement, comme je vous disais, nous, on utilise beaucoup les cendrés d'une façon progressive à partir le bas des lignes et en montant vers le haut. Mais les plans sont plus conseillés pour des courants moyennes, pas très très fortes, pas très très excessives. Sinon, les montages avec l'olivette, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours conseillé. C'est plus facile à lancer, c'est plus facile à retenir la ligne avec l'olivette et ça rentre en pêche plus facilement. Je pense que les Français ont plus habitude à l'olivette qu'au plomb au cendré en disposition progressive, je pense. Et que pensez-vous si les plombs ne devaient plus être en plomb? Si Les plombs, ils étaient plus en plomb. Ça, c'est une bonne question. Je pense que il y a déjà les Anglais qui ont éliminé le plomb. Ils peuvent utiliser le plomb à partir de la taille numéro 8. Mais il faut chercher des alternatives comme des alliances de métalliques. Mais le plomb a la faculté de pas abîmer le nylon. Que si on utilise les plombs composés avec des autres alliances et vous bougez ça sur le fil, les fils fins ils viennent dommager très facilement. Les seules solutions que moi je connais à l'heure actuelle, c'est justement les plombs anglais qui sont faits d'un produit qui est mélangé. Tu veux que je demande à M. James Osborne Oui. qu'est-ce qu'ils en pensent des plans non toxiques? James is asking the question, would you prefer to fish with lead shot or non-toxic shot? Always lead shot, but in the UK we're restricted. The biggest shot we can use is wheat number 8. Yeah. So Et puis, sans hésitation, ils voulaient pêcher avec des vrais plans, en plomb, mais chez nous, c'est interdit de pêcher avec des plans supérieurs au numéro 8. Alors, tout ce qui est 6, 5, 1, BB, SSG sont non toxiques, ils sont beaucoup plus gros, un peu plus durs et moins bons. Même la densité des plombs non toxiques, c'est pas la même que le plomb pur. Le plomb pur, c'est nettement meilleur. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a des autres questions pour Milo sur la bolognaise?
Oui, Milo. Est-ce que c'est normal de faire du poisson en rivière, dans le courant, à 60-70 mètres? Non, je pense qu'à cette distance, c'est mieux de pêcher au feeder. À la bolognaise, on n'y arrive pas. Oui, mais on attrape quand même quand on laisse. Hein. Des fois, on passe sur le coup et on fait le poisson beaucoup plus loin. Nous, voilà, maximum, disons, 40 mètres pour la pêche à la bolognaise. Ah oui. On n'arrive plus à amorcer comme il faut à cette distance. Non, je ne parle pas d'amorcer, hein, de faire du poisson loin derrière l'amorçage. Oui, mais là, si on fait du poisson derrière, sans amorcer. Il est derrière l'amorçage. Donc, derrière l'amorçage, mais pas à 60 mètres. Ah, si, on le fait. Si. À la bolognaise, nous, on n'y arrive pas parce qu'il faut, pour faire du poisson, si vous pêchez à 60 mètres, il faut amorcer à 50. Et être précise avec la fronde à 50 mètres, c'est pas si facile. C'est mieux conseiller de pêcher au feeder à cette distance. Oui, non, mais le problème, c'est que on fait des poissons à 20-30 mètres et on arrive, quand on laisse couler, on fait du poisson beaucoup plus loin. Vous dites loin sur la coulée? Oui. Ah, j'avais compris en distance. Non, d'accord. C'est sûr que vous avez raison, parce que c'est l'amorce, elle descend avec les courants. C'est sûrement facile de faire des poissons à la fin de la coulée, c'est sûr. La chose importante avec la bolognaise, c'est de lancer et chercher de tenir les flotteurs toujours à la même distance où vous avez lancé, parce que le flotteur a tendance toujours à se rapprocher à la berge. Et disons que la capacité secrète, c'est toujours de pouvoir tenir le flotteur coulé à la même distance d'où vous avez lancé l'amorce au départ. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça également que je pêche au flotteur plat, le Kraluso surf à la bolognaise. Et on arrive à faire remonter le courant droit. Disons que nous, le plat, on l'utilise seulement pour la canne au cou. À la bolognaise, personne ne pêche. C'est plus difficile. Bravo vous si vous savez le faire. Alors, deux questions sur la bolognaise spécifiquement. Sinon, on va passer à James Robbins qui va nous expliquer les façons de pêcher anglais, à l'anglaise, au stick, au waggler. Et à la fin, on peut reposer des questions si vous avez d'autres choses, d'autres précisions à demander. Alors, je vais laisser la parole à James. Thank you, David. Yeah, so it's a big subject, and this style of fishing is very traditional style of fishing in the UK. The last 50 or 60 years, fishing with stick floats, fishing with wagglers. C'est un sujet assez énorme, mais en Angleterre, c'est la façon traditionnelle typique de pêcher en rivière, c'est avec un waggler ou avec un stick, et pas avec la bolognaise. We had the advent of pole fishing came to the UK, and that took a little bit away from some of the methods like stick float fishing. But what's interesting is it's coming back again with the resurgence of competition fishing on rivers, and also people enjoy to fish with the float, with a stick float, when they're fishing on a river pleasure fishing. Alors, c'est vrai qu'en Angleterre, avec l'arrivée de la pêche au cou, les pêches traditionnelles de stick ou waggler ont pris un peu de recul par rapport à la pêche au cou. Mais de nos jours, on a retrouvé le plaisir de pêcher en rivière. On a même des concours avec des prix très élevés qui sont réservés strictement en rivière. Ce n'est pas les carpodromes, c'est en rivière sauvage, des concours avec des prix importants. You won some, James, didn't you? Yeah, Riverfest. Yes, yeah. James, il a gagné le Riverfest. Justement, c'est un concours avec des prix. How much money? 15,000. Yeah. Alors, il a gagné, pour gagner les finales de ce concours, il a gagné à peu près 18 000 euros en rivière sauvage. C'est des concours vraiment avec des prix importants. Et là, ça a devenu repopulariser la pêche au stick et au waggler. Yeah, so I bought some floats and rigs to show if anyone wants to have a look afterwards. But really, you can break it down into three main categories, I think. You've got stick float, you've got the Avon or Bolognese style that is adapted in the UK, and also waggler fishing. Alors, il a amené ces flotteurs et ces montages. Vous pouvez passer les voir après si vous voulez. Mais en gros, vous avez trois types différents. Le stick classique, le
even. Yeah. Flotteur avant, un peu hybride bolognaise et avant, mais un flotteur trapu avec un quille métallique. Et puis les flotteurs Wagler pour la rivière, pas pour le lac, mais pour la rivière, avec les antennes assez épais qui portent un peu le flotteur dans le courant. Yeah, so it's all depending on the type of river that you're fishing, the species of fish that you're targeting, and the time of year as well, and the conditions. Alors le choix du Wagler ou du stick ou du avant, ça dépend la rivière, la vitesse de courant, les poissons recherchés et la saison quoi. And the stick float typically is when you're fishing closer to the bank. Alors le stick, c'est qu'on veut pêcher assez près, parce qu'en fait, ça se lance moins facilement, mais à 10-15 mètres. Oui, and you can control the float very well. La conférence Big Game, ça commence à 14h30, ça sera un espace conférence dans le hall 1. C'est la pêche des esturgeons, silures, voilà, avec la grosse carte. À la Canocou, ça sera animé par Seb Nash et Morgan Grégoire. Alors on va pêcher les sturgeons avec les sticks, peut-être pas. Yeah, and it follows on from pole fishing where you need to fish further away from where you're fishing, where you're sitting. If you need to catch the fish down the peg, that's where stick float fishing really comes in. Alors le stick, c'est vrai, c'est une pêche qu'on maîtrise bien le flotteur jusqu'à 10-15 mètres. Mais l'avantage du stick, c'est que tu peux bien contrôler la dérive du flotteur et tu peux pêcher vraiment en aval. Disons, tu peux, un peu comme la bolognaise, tu peux prospecter tout le long de la coulée avec un stick, mais on est limité en distance. And then when you want to move further away, and you can fish with a bolognese type float or a Avon type float, which is fished with a more positive rig. So normally with a bulk and some droppers, so you can fish in greater distance and also greater depth of water. Alors, ces montages avant, un peu bolo, sont parfaits quand il faut pêcher un peu plus loin ou quand vous avez des eaux un peu plus profondes. Voilà, James, il a monté ses flotteurs avec une olivette, un plombé plus sec. Disons, les sticks, c'est un plombé étalé, c'est un plombé souple qui dérive naturellement dans le courant. Tandis que ça ressemble beaucoup plus à un flotteur au cou, quoi. Un montage plus classique. Ouais, bolognaise, cou, olivette. Mais la bolognaise, ça fait les deux. Ça ressemble au stick aussi. Tu as cette partie souplesse. Mais ça, c'est plutôt la partie bolognaise à la française, si tu veux. Yeah, perfect. And then finally, the waggler, when you want to fish further out than the pole, maybe over to some features like trees on the far bank, or when you're fishing in very windy conditions, or when you want to fish on the drop. So you want a very natural fall of the bait. Alors le waggler, c'est le troisième choix, la troisième arme de pêcheur anglaise en rivière. C'est bon quand il y a du vent, surtout le vent qui descend le courant. Toutes ces techniques stick avant même la bolognaise. Quand le vent qui descend le courant, c'est compliqué de contrôler la bannière. Là, le waggler, vu que le waggler il est un peu submergé, il est moins pris par le vent. Le waggler, c'est aussi parfait quand tu veux pêcher une rivière comme la Somme. Tu as la berge en face, tu as des arbres. Bon, évidemment, tu ne peux pas pêcher au cou devant les arbres, mais à l'anglaise, tu peux pêcher devant les arbres. Et souvent, vous avez un arbre qui est coulé dans la rivière, qui est à 10-15 mètres en aval. Avec un waggler, tu peux arriver vraiment à présenter l'air juste devant l'arbre qui est coulé. C'est parfait quand vous pêchez la berge d'en face. Et la troisième condition où il faut privilégier le waggler, c'est quand vous voulez pêcher à la descente, mais en distance. Quand vous avez les poissons entre deux eaux, par exemple, mais un peu comme le waggler en étang. Un waggler avec un plombé souple pour prendre les poissons à distance. Yeah, so some things that have helped me with my float fishing is I try to standardize the patterns of floats so that I understand instantly what I can do, so I can fish different depths of water, different power, different baits. And by standardizing the floats, I think that's something really good to do with your fishing, and also keeping them on winders like this. Yeah. Alors, j'ai parlé avec James hier soir de cette question. Dans le temps passé, il avait beaucoup de flotteurs différents, des modèles différents, mais il a trouvé que son pêche est plus efficace s'il pêche qu'avec 3 ou 4 modèles. S'il ne complique pas trop la vie avec le choix de flotteurs. Par contre, si tu as que 3 ou 4 modèles de flotteurs, tu peux comprendre vraiment
comment ils pêchent cette flotteur-là. Alors, tu limites déjà le choix des types de flotteurs, mais tu connais mieux comment ils pêchent chaque flotteur. Son deuxième astuce pour la pêche à l'anglaise, c'est les plioirs. Si vous montez les lignes à la maison, vous montez sur les plioirs, ça vous fait gagner du temps énorme au bord de l'eau, et quand il faut changer, c'est tout sur les plioirs. Un peu comme au cou, quoi. And especially when you're using a stick float with the number 8 lead shot, because I use number 8s because we explained that we cannot use lead bigger than that. So sometimes I maybe have 30 number 8 shot. I want to prepare it at home to save time in a competition. Alors James, il explique tu viens la question des plans non toxiques vis-à-vis du vrai plan. Vu qu'en Angleterre, on est limité à des plans numéro 8, James, il aime mieux monter sur les stick qu'avec les plans numéro 8. Et parfois, il a 30 plans sur les lignes. Alors tu imagines, il faut mieux les monter à la maison, tranquille, le soir, que de monter 30 plans numéro 8 au bord de l'eau. And a final thing to say, I think, is about the rods. The rods typically are not as long as a Bolognese rod, but definitely a longer rod, 4 meter 50, 4 meter 60, really helps when you're fishing with stick floats, when you're fishing deeper water, and when you're fishing away from the bank. If it's windy, you can use the longer rod. It makes fishing much, much easier with a longer rod. Alors, il explique aussi que les cannes anglaises pour la pêche au stick ou au waggler ne sont pas les cannes anglaises pour la pêche en canal ou le pellet waggler. Lui, il aime bien les cannes de 4,20 m, 4,50 m, 4,80 m pour justement le contrôle. Un peu comme à la bolognaise, une canne qui est plus longue, ça te laisse mieux maîtriser la bannière, ça évite quelque part les effets du vent. Alors, il faut sélectionner une canne plutôt longue que les cannes typiquement choisies pour le lac. So, can we ask if anyone has any questions and I can talk in a bit more detail? Or? Alors, sur ces pêches au stick et au waggler en rivière, est-ce que vous avez des questions pour James sur sa façon de pêcher? Allez, j'arrive. Suite au live qu'a fait Nicolas sur la pêche au stick, justement, j'ai une question vraiment de débutant. C'est quoi la spécificité d'un bouchon d'un stick par rapport à une flotteur anglaise ou un autre? C'est quoi sa spécificité? Pour choisir le stick. Ils disent, est-ce que tu peux... James, he's asking what are the advantages and what's the specific shape of a stick float for you? What are you looking for? Okay, so really good question. And the first thing I would say is about sensitivity. So if I want to fish with smaller baits for smaller fish, something with a sensitive tip, I'm not a fan of using floats with bulbous bodies. I much prefer a slimmer body because I can control the float, but there's not a big disturbance when I strike. So I think about the sensitivity. If I want to use bigger baits, or if I'm fishing further out, I use a thicker tip. But typically, the shape is quite slim, and I'm typically using a wire stem. So you can show him. That's the... Alors, il explique, James, pour lui, c'est important d'avoir une antenne assez sensible, quand même, et un corps effilé. Parce que, bon, au stick, quand tu ferres, parce que c'est attaché par le haut et le bas, ça fait un bruit. Et le corps effilé, ça fait moins de bruit au ferrage. Et pareil, il privilégie les tiges métalliques pour ces sticks. Mais c'est des flotteurs quand même assez sensibles qui ressemblent un peu aux flotteurs au cou à l'ancienne. Type carotte, légèrement quoi. Avec des antennes assez fines et des corps effilés. And David, the great advantage is that you can present the bait so perfectly. A lot of the time we're loose feeding the maggots or the casters, so the bait is falling through the water, and with a stick float you can control it, you can lift the bait, you can drop the bait, and you can make the bait move very naturally. Alors, il explique James que souvent au stick, c'est pêche à l'agrénage, c'est pas vraiment fait pour l'amorce. Alors tu imagines à l'agrénage, tes asticots vont dériver dans le coulon comme ça,
Et au stick, tu peux faire la même chose avec ton èche en disant que tu freines un petit peu plus, tu peux soulever l'èche, tu laisses aller un peu, ça descend, ça remonte. Tu peux faire danser ton asticot avec un stick de façon impossible avec une enlevette. C'est la souplesse dans le plombier qui te permet de changer un peu la présentation de ton asticot. And it's important to get the balance right with the correct way to float, depending on the depth of the water and the power of the water. So if you can get the right balance, you don't want the float too heavy, you don't want the float too light. C'est comme la pêche au cou, il faut trouver le bon flotteur pour la poste. Alors il faut trouver le juste flotteur pour le fond, le courant, un peu ça. Mais le principe, c'est que tu puisses arriver au fond avec ton èche, évidemment, et puis le faire danser, faire monter, descendre, et faire dériver naturellement. Bonjour, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui fait ton choix entre de la plombée étalée et de la plombée groupée. Je sais qu'il y a certaines personnes, même au stick, des fois groupent les plombs et n'ont pas toujours une plombée progressive. James, when would you fish with a bulk shot and when would you fish with a spread out shot? Okay, great question. Normally a bulk shot if I want a more positive rig to get the bait down near the bottom, if I'm feeding with ground bait or the fish are feeding hard on the bottom. Maybe it's a very deep peg, so I need to get my bait down. But if I can fish with a stick float with a more versatile shotting pattern, that's my preference. But sometimes you have to fish bulk. Maybe also if you're fishing a bigger bait. If you're fishing a bigger bait, then a bulk is better. Alors grosso modo, si vous pêchez sur l'amorce, et il faut pêcher avec un plombier massif quelque part pour que l'èche puisse descendre. Si tu peux, à l'agrénage, pêcher avec un plombier progressif, c'est mieux pour James, il aime mieux. Mais tu as des moments dans les eaux profondes où il faut quand même grouper quelques plombs pour qu'ils descendent, pour que tu arrives dans la zone de touche, quoi. Mais tout dépend des conditions. Mais pour James, si tu veux amorce, plombier massif, agrénage, si tu peux, plombier progressif, grosso modo. Des autres questions sur l'anglaise? Ah, tiens. Merci. Alors, une question très technique. La ligne est mise sur un plioir. Quelle est la longueur de la ligne? Ensuite, quel est le diamètre de cette ligne par rapport au corps sur le moulinet? Et quel est le type de nœud de raccord entre les deux? Merci. James, a very good question. Okay. You keep your rigs on winders. Okay, Yeah. he's saying, how much line on the winder first? What's the difference in diameter between the real line and the line on the winder? And what's the knot you use to attach them? Yeah, great question. So generally when I make the rigs up, I make them on quite a long line, say 3 meters, 4 meters. And then I can adapt the length to the depth of the water. Personally, I like to have the knot attached to the main line below the float. So the knot is not above the float. C'est très bon ça. Il fait sur son plioir, il va mettre 4 mètres, disons, de fil. Et puis il arrive de bord de l'eau, il voit à peu près le fond de poste. Alors pour lier le fil de plioir au corps de ligne, il est bien que le flotteur soit au-dessus de nœud. Qu'en fait, si tu pêches avec 2,50 m, le raccord se fait à 2,30 m. Comme ça, ton question c'est plutôt est-ce que ton nœud qui frappe dans les anneaux peut-être. Ça évite tous ces problèmes de nœuds qui frappent dans les anneaux parce que l'accord se fait, le flotteur est au-dessus de nœud. Et diamètre aussi. And diameters? Yeah, so the diameter varies on the size of float and the line, the hook length that I'm using. I want to balance the hook length to the main line. So sometimes if I'm fishing very delicate, a small float, I might be fishing just 0.12 millimeter. Or if I'm fishing a bigger float for bigger fish, maybe 0.16. But what I always like to do is make the rig line slightly thicker than the reel line because it makes it a bit stiffer so you can get less tangles. And also, because the knot is below the float, sometimes you snag the line, not the bottom, not the hook line. So
I get my float back. If the knot is above the float, you can lose the float. Yeah. Alors, il aime bien que, alors, si tu veux, le diamètre de fil sur le plioir, c'est une conséquence quelque part de bas de ligne. Mais grosso modo, ça peut être une 12 centièmes avec une bas de ligne de 0,8 sur des pêches très fins. Mais tu penses d'une pêche normale, il va pêcher avec peut-être de 16 ou de 18 centièmes sur le plioir. Il aime bien que quelque part le diamètre sur le plioir soit plus important que son corps de ligne. Ça fait deux choses. Si tu as une ligne qui est plus gros sur le montage, c'est un peu plus rigide, ça en met au moins en lancer, ça c'est bien. Mais deuxième chose, c'est si tu accroches au fond et tu vas tirer pour casser, vu que ton corps de ligne est moins fort que ton montage, quand la ligne pète, il va péter au nœud de l'accord, quelque part. Et tu ne vas pas perdre ton flotteur. Quand tu penses bien, ton flotteur est toujours sur le corps de ligne qui est moins fort. Et quand tu tires pour casser, tu gardes toujours le flotteur. Qui est pas du... And David, the knot I use is a full blood knot because I want something, a really small knot. I don't want 2 loops or something. And I don't want the knot above the float. It can hamper a full blood knot. Yeah. Le nœud de la Corse, c'est un blood knot, en fait, un full blood knot. Il veut un nœud assez discret. Il veut surtout pas que le nœud soit au-dessus du flotteur. Il faut que le nœud soit plus bas, que le flotteur soit sur le corps de ligne, puis le montage, puis le bas de ligne. He's asking, how many rigs have you got in your box? I should have more, but I'm a bit lazy, but probably 20. Yeah, 20 or 25. Il explique qu'il a 20-25 lignes montées dans sa boîte, mais il est un peu feignant. S'il fait plus d'efforts, il en a plus. Mais moi, je trouve avec 30 plans numéro 8 à la fois, 20-25, ça fait beaucoup. If he comes to the stand, I can show him. Si vous passez chez le stand Cadence, il a sa caisse de pêche derrière. Tu vas voir, c'est un pêcheur, c'est une caisse de pêche qui pêche. Vous avez des autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour cet échange qui m'a en fait donné envie de découvrir la pêche au stick. Je ne connaissais pas vraiment, j'aime la pêche à l'anglaise, elle se perd de plus en plus en général et voilà. Et j'avais une question, c'était concernant le grammage du flotteur. Pour savoir un petit peu sur une pêche d'agrénage à l'asticot par exemple. Bon, un flotteur à l'anglaise c'est pas forcément très discret, un stick le serait peut-être plus, ainsi que la descente, voilà. Donc oui. James, he's asking, roughly speaking, can you give us some idea of the float sizes you would pick for stick float fishing? What's the ranges, if you like? It's quite a big range because you can be fishing in shallow water with a light float, 3 number 4, up to a big float on a river, powerful river, 16 number 4. I don't know in grams, but that's a light stick float, 4 number 4, and that one is something bigger. Yeah. But you need a good range, and David, a good explanation we always use is for every foot of water, 1 number 4, as a general guide. Alors, il faut avoir un choix des flotteurs. C'est les sticks pareil, mais c'est important d'avoir un choix. Alors, grosso modo, parce que les sticks sont marqués par un gramme, c'est marqué par plomb numéro 4, soit 3 plombs numéro 4, soit 7, soit 10 plombs numéro 4. On peut faire un petit calcul pour voir un grammage, mais grosso modo, pour chaque 30 cm d'eau, il faut jeter un plomb numéro 4. Donc, si vous pêchez en 90 cm d'eau, tu prends un flotteur 3 numéro 4. Si vous pêchez en 2,10 m, c'est facile à calculer, il faut un 7 numéro 4. C'est une base, quoi. Après ça, si on revient en son cru, vous pêchez plus lourd, mais c'est la base. Et ces flotteurs sont très polyvalents, disons qu'on peut pêcher en très peu d'eau. Mais tu vois, la Somme, c'est pas excessivement profonde. Tu les parcours en Somme où ça fasse 2,50 m. Et là, ça pêche très facilement au stick. Surtout en été, quand le courant est un peu moins fort. À cette époque-là, quand ça coule un peu plus vite, il faut plutôt le montage un peu bolognaise. Mais grosso modo, pour chaque 30 cm d'eau, il faut calculer un plan numéro 4 en supplément. Grosso modo. Des autres questions? Bien sûr. Ils sont là, en profiter.
voudrais savoir pour la pêche au stick, comment James nettoie ses asticots, prépare ses asticots pour pêcher au stick. James, when you wanted to do a little stick float session, how did you prepare your maggots? Wow. You want to make sure they're clean. So clean off any dirty maize or sawdust and then put some fresh maize on it and remove the maize. Most of the time you're loose feeding, most of the time. So you want good quality bait, a good size bait, and sometimes not always the freshest bait. Sometimes it's a little bit older and a little bit harder. But Alors, plusieurs points. D'abord, il faut bien nettoyer tes asticots. Alors, tu nettoies tout, tu passes dans un tamis, tu l'assures, tu la farine de maïs. Puis il faut le nettoyer avec du farine de maïs propre. Puis avant la pêche, retire la farine de maïs de nouveau. Parce que quand tu égrènes la farine de maïs, ça va rentrer dans les yeux, ça va être une catastrophe. Ils disent parfois, bon, vous pensez tous l'idéal c'est d'avoir des asticots tout frais. Mais parfois les asticots qui sont un peu vieux sont meilleurs parce qu'ils sont plus durs. Les asticots tout frais étant plus légers et tendres ont tendance à couler moins vite. Alors parfois les asticots qui ont 4 jours sont meilleurs que les asticots tout frais. it made me think of another good tip. When you're loose feeding, but it's tempting, you think the maggots are falling slowly, but actually they're falling quicker than you think, because when you get deeper in the water flow is slower. And a big mistake I used to make was if the river is flowing this way, yeah, I'm sitting here, I would feed upstream, because I think the maggots are not getting down. Now I always feed slightly downstream, or maybe in front, but nearly always downstream, so I can present my float and bait with the feed very easily. If you feed here, it's almost impossible to feed and fish correctly. It's something that you see a lot. People feed upstream, and I think most of the time it's wrong. Alors ils disent une chose très intéressante. Imaginez un rivière comme la Somme qui court quand même assez vite de surface, mais au fond, ça ne court pas du tout à la même vitesse. De la friction de fond, ça va être beaucoup moins vite le courant en arrivant vers le fond. Parce que les gens, ils ont toujours tendance à imaginer que leurs asticots vont dériver beaucoup plus qu'ils font. Alors, une erreur que les gens font, c'est d'agréner en amont. Parce que finalement, les asticots vont tomber plus vite qu'on pense. Et James a dit qu'il graine toujours soit devant lui ou soit légèrement en aval pour que son flotteur et son neige puissent dériver à la même vitesse que l'agrénage. Yeah, David, the fish come underneath the feed. Et ils disent aussi que parfois les poissons, ils montent chercher les asticots et ils vont dépasser le fil d'asticot qui descend et remontent. Alors si vous pêchez, si vous agrénez en amont, tu peux trouver avec tous tes poissons en amont de toi. Et vraiment là, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas les prendre. Alors, à l'agrénage, devant, légèrement en aval. Hein. Très bonne astuce. Des autres questions? Oui, James, pourquoi, enfin j'ai vu certaines vidéos et je pense qu'ils pêchent avec du curcuma, qu'ils rajoutent aux asticots. Ça, c'est une question. Ensuite, le but de rouler les asticots sur sa jambe, c'est pour les étourdir, les allonger, les ramollir? Pour les tuer, ouais, voilà. Et ils ne regardent pas les mettre à l'endroit ou à l'envers. Ça aussi, j'ai vu. 3 questions in one, James. Turmeric. I don't use it anymore. I used to use it. It was a bit of a craze in the 80s and 90s to put the turmeric, the curry powder, on the maggots. The thinking was it would degrease them and make them sink and also attract the fish. But I just find that it doesn't smell very good after a few days. So I stopped to do that, yeah. Do you ever roll maggots on your need to kill them? Sometimes, yeah, when I'm ledgering or feeder fishing. But most of the time when I'm float fishing, I'm using live maggots. Alors, la réponse à ces 2 questions, le curcuma, il a servi dans le passé, mais plus maintenant. En fait, c'est un peu une mode, mais c'est un peu dépassé, c'est les asticots purs. Pour tuer les asticots, plutôt fidèles qu'au stick. And third question, how do you hook your maggots when you're stick float fishing? That's a great question. I actually, most of the time, hook the maggot, the thin end.
not the fat end. Especially if I'm using 2 or 3 maggots, all through the thin end, because it gives less chance of the top of the maggot to double over the point. And even on a single maggot, most of the time I hook it through the fat end traditionally. Yeah, but sometimes also in the thin end. Alors, s'il pêche avec un seul asticot, il lèche classiquement par le gros bout. Par contre, s'il pêche avec 2 voire 3 asticots, il est mieux léché par la pointe. Comme ça, l'asticot ne peut pas retourner et couvrir la pointe de l'hameçon. Alors, par un asticot seul, classiquement par le gros bout, tac. Mais ici pour 2, voire 3, voire 4 asticots par la pointe. Autre question? C'était là. Tiens. Merci. La question, c'est pour Milo et James. On entend souvent les pêcheurs de feeder et de méthode feeder utiliser de la tresse. Alors, à titre personnel, j'ai jamais utilisé de la tresse sur de l'anglaise ou de la bolognaise. Est-ce que ce serait envisageable? Est-ce qu'il y aurait un intérêt particulier? Merci. It's a question for you, James, and for Milo. Would you ever think braid could be used on a river line? Oh, I'll answer quickly, but I have experimented with a type of super line, not a braid, for catching chub in a very snaggy peg on my local River Avon. Actually, it does work very well because the contact is so direct, and it's almost like the fish, they don't know what's happening. Instead of coming on the inside, they tend to go away from the snag. So I do have one rod with a reel for that situation, but most of the time I prefer just to use a good quality mono. For us, absolutely not. Absolutely line. Only line. Excusez-moi. Pour nous, c'est absolument pas nécessaire de pêcher avec la tresse. Nous, on pêche seulement avec du nylon. Pas du tout. Alors James, il a essayé, il a fait des expériments avec la tresse. Il y a un certain poste dans son rivière locale où tu as des chevennes et des arbres. Il trouve que la tresse fait un contact au ferrage très direct. En fait, les chevennes sont surpris par ça. Ils sortent d'obstacles assez facilement. Mais à part ça, Milo, tu as vu, c'est non et 2 fois non. Et James, c'est non et peut-être. David, can I ask Milo a question? Yes. Because he's a big hero. Yes. And the Italian style of fishing had a big influence on the UK when I was growing up. And first of all, the bolo fishing. But secondly, the style of fishing for chub in clear water, very clever chub, fishing with light line, small hooks. I just think that's one of the most exciting types of fishing. And I wanted to ask Milo, maybe he could share a day like in the World Championships or a real memorable day just to tell us. I think it would be lovely to hear. Alors James, il est toujours admiré Milo, surtout ses pêches très fines en Italie des chevennes. Il demande si Milo ne peut pas nous raconter une expérience d'un championnat du monde, d'un championnat d'Italie, de son propre expérience, qu'on puisse tous partager un peu d'avoir Milo dans la salle, quoi. Milo, tu peux? Bien sûr. Il me posait justement la question où j'ai mes meilleurs souvenirs de la pêche à la Bologne au championnat du monde. Bon, en Italie, comme il a demandé, la pêche des chevennes entre 2 eaux, avec des lignes très légères et très souples. Et dans ce cas-là, la chose vraiment très importante, c'est comme on va écher l'asticot. Et on va le mettre comme ça. Parce que quand les asticots tombent à l'eau, in the middle, just in the middle with very tiny hook, hameçon avec sans ardillon, des fois hameçon 23, 25, seulement mise sur la pointe du milieu. Et l'asticot descend comme ça dans l'eau. Et c'est très important que l'hameçon soit mise de cette façon parce que si tu le mets à la pointe, l'asticot descend comme ça. Mais les chab looks very well. Les chevennes regardent bien la descente de ton asticot au milieu des autres qui descendent dans cette position. And what size hook would you be using typically? 23 is my preferred hooks. 23 without barbe. Amazing. Sans ardillon. Amazing. Il a dit hameçon 23 et 25 sans ardillon. Vous imaginez, hameçon pique au milieu.
Et les chevens gros de combien? Ah, tu peux faire des chevens de 2000. Dans le dernier championnat du monde qu'il y a eu en Italie, toujours dans le Mincio, je ne pêchais pas. Et j'étais là voir un peu le concours. Et il y avait un pêcheur de l'équipe belge qui était capot, que je connaissais. Pendant le concours, je lui ai donné une pochette d'hameçon. Je lui ai dit, tu ne fais pas de poisson, essaye ça. Il a mis ça et il a fait un cheven d'1,5 kg. Il m'a remercié vraiment pendant le concours. C'est important la taille de l'hameçon et la façon de mettre le stroke. Et des fois le damier, le gros damier, c'est important. The big maggots, you know, the very big one. In the middle is the most profitable one. I love it. It's fantastic. And it highlighted something when you think about he's catching big chub on a size 23 hook. Okay? When I was younger, growing up, it's fair to say we use smaller hooks. Sometimes I have to remind myself when I'm fishing for chub, because many hooks now in commercial fishing, feeder fishing, are much bigger. People forget the traditional crystal bend hook, barbless hook. When I was growing up, a size 20 for chub was big on the Warwickshire Raven. Ils disent, James, qu'on a tendance aujourd'hui de pêcher avec les hameçons plus gros, surtout en fer, mais aussi en taille. On a perdu l'habitude de vraiment la finesse pour ces beaux poissons. C'est vrai qu'on était jeunes, on a pêché les chevens, l'hameçon 20, c'est un hameçon gros. Mais de nos jours, je crois qu'on a plus tendance à pêcher plus lourd. Et c'est vrai que, comme ils disent Milo et James, de revenir en arrière, et se souvient que la chevenne, surtout c'est un poisson très craintif et très sélectif, revenir vers les hameçons et les idées du passé à la limite. Est-ce que vous avez des autres questions pour nos deux champions? On a fait un peu de tour. Bolognaise et l'anglaise. Alors, on va vous demander d'applaudir Milo et James Robbins très fort. Merci beaucoup. Thank you very much. Et merci à tous, vous avez le droit de manger.